On l'appelait le dernier homme américain, un titre immortalisé par l'auteur à succès Elizabeth Gilbert. Eustace Conway n'était pas seulement un survivaliste, il était un symbole de ce que signifiait vivre sauvage et libre, loin du tumulte de la vie moderne. En tant que star de Mountain Men sur la chaîne History et fondateur de la Turtle Island Preserve, un domaine de 1000 acres, il a inspiré des millions de personnes par son lien brut avec la nature. Mais derrière la légende se cachait une vie façonnée par les épreuves, les pertes et des choix que peu oseraient de faire. Quel prix a-t-il payé pour rester fidèle à ses idéaux? Découvrons-le. Élevé par la nature. La connexion d'Eustace Conway avec le monde naturel n'a pas commencé par une crise de la quarantaine, ni par une fuite face aux pressions modernes. Elle a commencé dès l'instant où il a ouvert les yeux sur les arbres imposants et la terre douce du sud des États-Unis. Né à Columbia, en Caroline du Sud, en 1961, Eustace était le plus jeune de 4 enfants dans un foyer défini par l'intellect, l'ordre et l'ambition. Son père, le docteur Eustace Conway III, était un professeur éminent de génie chimique, tandis que sa mère venait d'une lignée d'enseignants qui croyaient en la discipline, la réussite et la valeur de l'apprentissage formel. Des livres tapissaient les étagères de leur maison. Le succès se mesurait en diplômes, carrière et structure. Mais le jeune Eustace n'a jamais vraiment été à l'aise entre ces murs. Dès son enfance, il montrait des signes d'être taillé dans un autre tissu. Au lieu d'être fasciné par les manuels scolaires et les notes, il était envoûté par le chant des oiseaux, l'écorce des arbres et le rythme de l'eau contre la roche. Ses premiers souvenirs ne se sont pas formés dans des salles de classe, mais dans des ruisseaux et des bois. Alors que les autres enfants jouaient avec des figurines, Eustace fabriquait des arcs avec des branches et apprenait à se repérer dans les bois en utilisant uniquement le soleil et les étoiles. Il parlait mieux la langue des écureuils et des cigales que l'algèbre ou la chimie. Ce n'était pas de la rébellion. C'était de l'instinct. Sa relation avec son père était compliquée. Le docteur Conway était un académicien brillant, mais une présence stricte et imposante. La divergence d'Eustace par rapport au chemin familial n'était pas seulement une déception. C'était un défi à tout ce en quoi son père croyait. La pression pour se conformer, devenir scientifique, ingénieur ou un homme de diplôme, pesait lourdement sur Eustace. Mais au fond, il savait que sa vie ne se passerait jamais dans des bureaux ou des amphithéâtres. À 12 ans, il avait déjà le courage de tester ses convictions. Cette année-là, il a empaqueté quelques essentiels et est parti seul en camping dans les hautes terres. Aucun adulte, aucun secours. Juste un préadolescent et la nature. La plupart des parents auraient été terrifiés, les siens aussi, mais ils savaient aussi qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Ce voyage n'était pas une aventure d'enfance, c'était une déclaration. À partir de ce moment, la nature n'était plus seulement son terrain de jeu, c'était son partenaire, son enseignant, et finalement sa maison. Eustace a commencé à vivre avec une intensité que peu d'adolescents pouvaient imaginer. Il tannait des pots, récoltait des plantes sauvages, fabriquait ses propres outils et étudiait la terre comme si elle détenait les secrets d'une vie plus profonde, plus authentique. Ses héros n'étaient pas des célébrités ni des stars du sport. C'étaient des anciens Amérindiens, des pionniers et des fermiers, des gens qui savaient vivre avec la terre plutôt que sur elle. À 17 ans, il a fait l'impensable. Il a quitté la maison pour de bon. Pas pour aller à l'université, pas pour chercher un emploi, mais pour s'installer dans un tipi cousu main de style amérindien en pleine forêt. Il l'a construit lui-même. Il se nourrissait en cueillant, chassant et pêchant. Pendant les 17 hivers suivants, ce tipi était son seul toit. Il a enduré le froid, la faim et la solitude. Non parce qu'il y était contraint, mais parce qu'il croyait que c'était la seule manière de vivre honnêtement. Ses aventures ne se sont pas arrêtées là. À 19 ans, Eustace s'est lancé dans l'un de ses voyages en solitaire les plus audacieux. Il a pagayé sur plus de 1000 miles le long du Mississippi dans un canoë fabriqué à la main.
Pendant des semaines, il a affronté des courants puissants, des intempéries imprévisibles et la grande solitude de ce fleuve emblématique, campant sur ses rives boueuses et se nourrissant au fil de l'eau. L'année suivante, en 1981, il s'est attaqué à un défi encore plus grand, parcourir à pied l'intégralité des 2000 miles du sentier des Appalaches. Cette randonnée éprouvante l'a conduit du point de départ au sud, en Géorgie, jusqu'au mont Katahdin dans le Maine. Le voyage l'a mis à l'épreuve physiquement et mentalement, alors qu'il gravissait des pentes rocheuses, traversait des forêts denses et affrontait des mois de conditions météorologiques changeantes, ne portant que l'essentiel sur son dos. Environ 6 ans plus tard, à 26 ans, Eustace a entrepris ce qu'il décrira comme son exploit le plus ambitieux. Il affirma avoir traversé les États-Unis à cheval de l'Atlantique au Pacifique en seulement 103 jours, franchissant plaines, déserts et chaînes de montagnes, avec pour seule compagnie ses chevaux et sa détermination. Bien que les archives historiques indiquent que 2 jeunes frères, Bud et Temple Abernathy, avaient accompli cet exploit plus rapidement en 1911, en seulement 62 jours, l'objectif d'Eustace n'était jamais la célébrité ni les records. Son but était de remettre en question les limites humaines telles que perçues par le monde moderne. Il voulait prouver que, lorsque nous dépouillons la technologie, le luxe et le confort, l'esprit humain peut encore se dresser face à la nature dans toute sa rigueur. Pendant près d'une décennie dans les années 1980, ces aventures ont défini la vie d'Eustace. Chaque nouveau défi était un pas délibéré de plus loin des conforts modernes, une immersion plus profonde dans la nature sauvage. À la fin de cette décennie de transformation, il s'était forgé une réputation non seulement de survivaliste, mais de symbole vivant de résilience. Quelqu'un qui ne se contentait pas de parler des anciennes façons de vivre, mais les incarnait dans chaque mile éprouvant et chaque abri construit de ses mains. Turtle Island, un rêve assiégé. Pour Eustace Conway, Turtle Island Preserve n'était pas simplement un terrain, c'était une philosophie vivante. Fondée en 1987 dans les montagnes vallonnées des Blue Ridge en Caroline du Nord, cette parcelle de 1000 acres est devenue son espace sacré, l'œuvre de sa vie et sa réponse à la frénésie étourdissante de la vie moderne. Nommée d'après le concept mythologique amérindien de Turtle Island, l'idée que l'Amérique du Nord s'est formée sur le dos d'une immense tortue, la réserve a été créée pour honorer la sagesse indigène et une vie centrée sur la terre. Contrairement à la plupart des camps nature ou des retraites écologiques, Turtle Island n'était pas un refuge de week-end ni une entreprise commerciale. C'était une communauté active et un sanctuaire éducatif, conçu pour enseigner les anciennes méthodes, comment survivre et prospérer en harmonie avec la terre. Enfants et adultes venaient de tout le pays pour assister à des ateliers d'une semaine, des stages saisonniers et des camps d'été. Là, ils apprenaient à construire des abris avec des matériaux bruts, tanner des pots de serre, forger des outils en fer, abattre des animaux de façon éthique, récolter des herbes sauvages et allumer un feu par friction. Chaque compétence était plus qu'une leçon. C'était une reconnexion à quelque chose d'ancien et d'essentiel. Ce qui rendait Turtle Island si unique, c'est que rien sur la propriété n'était conçu pour la commodité. Les cabanes et les ateliers étaient construits à la main avec des outils manuels et des matériaux locaux. Il n'y avait pas d'électricité dans la plupart des structures. À la place de la plomberie moderne, on utilisait des toilettes à compost et des systèmes de gestion des déchets durables. L'objectif de Conway était simple: créer un exemple vivant de la manière dont les humains pouvaient vivre de façon durable, respectueuse et pleinement immergés dans les rythmes de la nature. Mais, peu importe à quelle distance on fuit dans les bois, les lois du monde extérieur finissent par rattraper. En 2012, les autorités du comté de Watauga ont commencé une inspection minutieuse de Turtle Island. Alors que Conway avait passé des années à créer un havre d'autosuffisance bâti de bois, de sueur et de tradition, il avait négligé un élément majeur, les permis modernes.
Les structures, cabanes construites à la main, forges, salles de classe, même les espaces de cuisine, ne respectèrent pas les codes du bâtiment de l'État. Pour les autorités, c'était un grave problème de sécurité. Pour Conway, c'était une incompréhension bureaucratique d'une autre façon de vivre. Soudain, l'endroit qu'il avait mis des décennies à construire a été déclaré juridiquement inapte à accueillir le public. Turtle Island a été contraint de fermer ses programmes et de restreindre l'accès. Conway, déjà épuisé par des années de labeur physique et d'investissement émotionnel, était dévasté. Ce n'était pas une station ou un projet commercial, c'était son héritage et il était désormais menacé. La situation s'est aggravée lorsqu'un conflit avec un voisin a conduit à l'arrestation de Conway pour intrusion. Bien que les accusations aient finalement été abandonnées, l'incident a attiré une attention médiatique indésirable et accru sa frustration envers le système judiciaire. Beaucoup de ses partisans craignaient que le gouvernement ne comprenne jamais et encore moins ne valorise ce que Conway essayait de protéger. Mais alors que tout espoir semblait perdu, un secours inattendu est arrivé. L'affaire a attiré l'attention des législateurs à Raleigh. Reconnaissant la valeur culturelle et éducative de Turtle Island, l'Assemblée générale de Caroline du Nord a pris des mesures. En 2013, elle a adopté le projet de loi 774, une législation rare qui exemptait officiellement les structures primitives des exigences standards du Code du bâtiment. Ce fut un moment historique, non seulement pour Conway, mais pour tous ceux qui espéraient préserver des modes de vie traditionnels dans un monde moderne. La loi signifiait que Turtle Island pouvait poursuivre sa mission sans craindre d'être fermé pour des constructions non conformes. Mais si la victoire législative était publique, le prix émotionnel était privé. Conway avait investi son énergie, ses finances et son âme dans la lutte pour le droit d'enseigner une autre manière de vivre. Le stress de l'épreuve l'avait éreinté. Ce qui avait été autrefois un sanctuaire de paix était, pendant un temps, devenu un champ de bataille. Et pourtant, même confronté à l'incertitude juridique et au regard du public, la foi de Conway en Turtle Island n'a jamais vacillé. Il avait bâti plus que des cabanes et des sentiers. Il avait bâti une communauté de croyants. Étudiants, bénévoles, apprentis et visiteurs portaient tous un morceau de sa vision en eux. Beaucoup revenaient année après année, non pour se divertir, mais pour se rappeler ce que cela signifiait de vivre avec intention. Lorsque la poussière est retombée, Turtle Island était devenu plus qu'une réserve. C'était devenu un symbole, un lieu rare où les compétences ancestrales avaient encore de la valeur, où les enfants pouvaient toucher la terre de leurs mains nues, et où les gens pouvaient, ne serait-ce que pour quelques jours, se souvenir de ce que cela faisait d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Mais même alors qu'il avait reconquis Turtle Island par la loi et la détermination, Eustace Conway s'apprêtait à affronter un défi d'une autre nature, un défi qu'aucun tribunal ne pouvait résoudre et qu'aucun permis ne pouvait empêcher. Son histoire se dirigeait vers la télévision nationale, où le poids de la célébrité mettrait à l'épreuve la force de tout ce qu'il avait bâti. L'ascension et le poids de Mountain Men. En 2012, la chaîne History a tenté un pari audacieux. Dans un paysage télévisuel dominé par les compétitions de survie et les drames scénarisés, elle a lancé Mountain Men, une docu-série suivant des individus réels ayant choisi de vivre hors réseau, dans des environnements reculés et souvent rudes à travers l'Amérique. Chaque membre du casting était unique, un trappeur dans le Montana, un fermier en Alaska, un artisan dans les Ozarks. Mais parmi eux, une figure s'est rapidement imposée. Eustace Conway. Eustace n'était semblable à personne que les téléspectateurs avaient vu auparavant. Avec ses cheveux jusqu'aux épaules, son calme et sa manière articulée de s'exprimer, il apparaissait non pas comme un homme sauvage, mais comme un philosophe des forêts. Ses scènes n'étaient pas faites de poses ou de drames. Elles étaient calmes, intentionnelles et profondément humaines. Un instant, il fendait du bois ou réparait une cabane en rondins. L'instant d'après,
Il apprenait à un enfant à tanner une peau de cerf ou expliquait pourquoi il était important de respecter la terre. Dans Mountain Men, il ne faisait pas que survivre. Il incarnait un mode de vie fondé sur l'intention, la patience et l'humilité. Pour Conway, rejoindre l'émission n'était pas une quête de célébrité. C'était un moyen de partager son message à plus grande échelle. Turtle Island Preserve avait été sa salle de classe pendant des décennies, mais la télévision lui permettait d'atteindre des millions de personnes. Il espérait qu'en dévoilant les coulisses de sa vie quotidienne, il inspirerait les autres à reconsidérer leurs relations avec la nature, la consommation et entre eux. Et cela a fonctionné. Le public s'est connecté à son authenticité d'une manière rare à la télévision réalité. Il n'y avait pas de glamour, pas de montage pour le faire paraître plus héroïque qu'il ne l'était. Il vivait simplement, et cela suffisait. Mais avec l'exposition est venue la pression. Soudain, l'homme qui avait toujours vécu dans un anonymat paisible se retrouvait reconnu dans les aéroports, suivi sur les réseaux sociaux, cité dans les journaux et les magazines. Des admirateurs envoyaient des lettres à Turtle Island. Des journalistes demandaient des interviews. Des gens se présentaient à la réserve sans prévenir, espérant lui serrer la main ou prendre une photo. Pour un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à éviter les pièges de la célébrité et de la fortune, ce changement était brutal. Dans les coulisses, la production de l'émission apportait ses propres complications. Tourner une série de télé-réalité en pleine nature exigeait planification, coordination et un certain abandon de l'intimité. Les tâches autrefois accomplies dans la solitude, empiler du bois, transporter des planches, chasser le gibier, se faisaient désormais sous les micros et les caméras. Bien que Conway comprît la nécessité, la présence d'étrangers dans son espace sacré pesait sur lui. Ce qui était autrefois un rythme spirituel quotidien s'accompagnait désormais de reprises, de planning et de producteurs. Pourtant, certains des moments les plus mémorables et émouvants de l'émission venaient des segments d'Eustace. Un épisode particulièrement marquant a documenté un désastre survenu en temps réel. Eustace et son ami de toujours, Preston Roberts, transportèrent du bois en bas d'une colline raide lorsque leur camion a eu une panne. Alors que Preston était allongé sous le véhicule pour tenter de réparer le problème, le camion s'est échappé, dévalant le chemin de montagne, des barils de bois s'envolant de l'arrière. Eustace n'a pu que regarder, impuissant, tandis que le camion, patiemment restauré au fil des ans, disparaissait sur le sentier. Le moment était brut, non scénarisé et emblématique de la fragilité de la vie qu'il avait choisie. Mais cela n'était rien comparé à ce qui allait suivre. En 2017, l'impensable est arrivé. Preston Roberts, la main droite de Conway et son frère spirituel, a été diagnostiqué avec une tumeur au foie inopérable à évolution rapide. Le pronostic était sombre. Quelques semaines après son diagnostic, Preston est décédé dans les bras de son épouse, Kathleen. La perte fut immense. Pour les téléspectateurs, ce fut déchirant. Pour Eustace, ce fut un choc profond. Preston n'était pas seulement un partenaire à l'écran dans Mountain Men, il était essentiel à tout ce que représentait Turtle Island. Ils avaient cofondé la réserve, enseigné côte à côte pendant des décennies et traversé ensemble chaque épreuve et chaque succès. Preston était le calme de la passion d'Eustace, la méthode de sa vision. Leur dynamique à l'écran reflétait une profonde fraternité forgée dans l'adversité, l'humour et le respect mutuel. Son absence laissa un vide béant non seulement dans la vie de Conway, mais aussi dans l'identité même de la réserve. Après la disparition de Preston, Eustace se retira des projecteurs. Pendant des mois, il disparut de la scène publique. Il n'y eut pas d'annonce grandiose, pas de sortie dramatique de l'émission. Juste le silence. Les fans spéculèrent. Était-il malade? Avait-il pris sa retraite? Turtle Island était-elle définitivement fermée? La réalité, lorsqu'elle finit par émerger, était plus sobre. Eustace était en deuil. Il souffrait, physiquement à cause d'une blessure au dos subie lors d'un de ses périples en pleine nature, et émotionnellement à cause de l'absence soudaine de celui qui avait si longtemps partagé son fardeau.
La solitude qui autrefois le nourrissait lui sembla désormais être de l'isolement. La terre qui autrefois murmurait le réconfort résonnait maintenant des souvenirs qu'il ne pouvait taire. Malgré les étudiants, bénévoles et admirateurs qui l'entouraient, Conway se sentait seul. Et dans ce vide émotionnel, sa relation avec le monde commença à changer. L'émission continua sans lui en son centre. Son rôle diminua. Sa présence, autrefois pilier de Mountain Men, commença à s'effacer. Et tandis que l'émission accueillait de nouveaux visages et de nouvelles histoires, pour de nombreux fans de longue date, quelque chose d'irremplaçable avait été perdu. Tempête, rumeurs et une image publique en mutation. À la fin de 2024, Eustace Conway réapparut. Mais cette fois, non pas en tant que survivaliste ou enseignant. Dans une série de vidéos virales sur les réseaux sociaux, il formula des affirmations choquantes au sujet des conséquences de la tempête tropicale Hélène. Il alléguait que des milliers de personnes étaient mortes et que le gouvernement et les médias dissimulèrent la vérité. Il parle de victimes en masse, de remorques remplies de corps et d'une dissimulation qui stupéfia à la fois les fans et les autorités. Les vidéos se propagèrent rapidement, accumulant des centaines de milliers de vues et alimentant des théories du complot sur diverses plateformes. Mais les chiffres officiels racontaient une autre histoire, un peu plus de 100 décès confirmés par les agences de l'État et les premiers intervenants. Aucune fosse commune, aucune morgue cachée. Les affirmations furent rapidement et complètement réfutées par les journalistes et les autorités locales. Malgré tout, Conway resta inflexible. Il affirmait parler au nom de témoins oculaires. Il ne présenta aucune photo, aucune preuve vérifiable, seulement la confiance qu'il accordait aux personnes qu'il croyait. Pour certains, il était un lanceur d'alerte. Pour d'autres, il avait franchi une ligne. Cette controverse marqua un tournant. L'homme autrefois connu pour sa vie simple était désormais devenu une source de conflits publics. Il perdit le soutien de certains anciens admirateurs et son rôle dans Mountain Men disparut discrètement. A plus, E-Networks refusa de commenter son avenir dans l'émission. Héritage et le prix de l'authenticité. À quoi ressemble aujourd'hui la vie d'un homme qui a passé des décennies à rejeter la modernité? Eustace vit toujours simplement, immergé dans le même paysage des Appalaches qu'il a toujours ancré. Les outils qu'il utilise sont toujours fabriqués à la main. Ses journées sont souvent consacrées à l'entretien des sentiers forestiers, à la maintenance des structures selon des méthodes traditionnelles et à vivre au rythme des saisons. Bien que les programmes de la réserve soient désormais gérés par d'autres, on le voit parfois marcher parmi les arbres ou offrir discrètement ses conseils aux nouveaux instructeurs. Il reste un mentor, même s'il n'est plus au centre. Mais son rôle a évolué vers quelque chose de plus introspectif. Ces dernières années, Eustace s'est davantage consacré à la réflexion intérieure et à l'écriture au long cours. Il travaillerait sur un manuscrit personnel, une sorte de mémoire, non pas pour se vanter ou faire sensation, mais pour consigner les vérités profondes derrière sa philosophie, ses combats et le coup brut de suivre un chemin différent. C'est un projet qu'il garde près de son cœur, non par quête de gloire, mais par besoin de préserver des idées qu'il craint de voir disparaître dans le bruit de la culture numérique. Il lui arrive encore de participer à des conférences environnementales et à des ateliers, bien que ses interventions publiques soient devenues plus sélectives. Lors de ces événements, il parle moins en tant que personnalité télévisée qu'en tant qu'observateur culturel, quelqu'un qui a vécu en marge du système assez longtemps pour voir ce que la plupart manquent. Il met en garde contre la déconnexion, de la Terre, de la communauté et de nous-mêmes. Ces conférences parlent moins de « comment allumer un feu » que de « pourquoi ce feu compte avant tout ». Eustace est aussi devenu un défenseur discret de la résilience mentale, notamment auprès des jeunes qui cherchent à fuir un monde surstimulé et surchargé. Il comprend de première main le coût de l'idéal, la solitude, la pression, l'épuisement, et il ne l'idéalise pas. Ces dernières années ont plutôt été marquées par une nouvelle forme d'honnêteté, celle qui admet que vivre hors réseau ne signifie pas échapper à la lutte. Cela signifie simplement choisir quelle lutte valent la peine d'être menée.
La technologie, cette force qu'il avait autrefois fui, est devenue un pont plutôt qu'une barrière. Il a permis à des amis de confiance de l'aider à maintenir une présence en ligne modeste, non pour courir après les algorithmes, mais pour partager des réflexions occasionnelles et se connecter avec ceux qui comprennent vraiment le cœur de son message. Ses publications sur les réseaux sociaux sont rares, souvent d'un ton poétique et presque toujours centrées sur la terre, ses changements, ses avertissements, sa grâce. Il ne se considère plus comme le chef d'un mouvement. Il a transmis cette flamme à la nouvelle génération, les apprentis, les naturalistes et les éducateurs qui ont étudié sous sa direction et qui diffusent désormais ses enseignements dans les salles de classe, les écoles de survie et les fermes régénératives à travers le pays. Pour Eustace, c'est la véritable mesure du succès, non les audiences télévisées ou les articles de magazines, mais la continuité. L'influence sans l'ego. Le parcours d'Eustace Conway est fait de beauté, d'épreuves et de contradictions. Il a vécu une vie dont la plupart ne font que rêver, et il en a payé le prix fort. Que vous le voyiez comme un pionnier, un rebelle ou quelque chose de plus complexe, son histoire laisse une empreinte. Choisiriez-vous une vie comme la sienne? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires qui explorent la vie derrière les légendes.